Bonjour à toutes et à tous. En ce soir de fin de mois d'août, de fin de vacances et de rentrée, c'est à moi que revient le plaisir d'ouvrir cette conférence sur Appreciative Inquiry. Vous allez en savoir plus dans l'heure et demie qui va se dérouler devant nous. C'est pour moi une occasion de remercier tout particulièrement les 600 personnes qui sont mobilisées à l'instant présent et qui nous regardent. Rassurer aussi celles et ceux qui se sont inscrites et qui ne peuvent pas être parmi nous parce qu'il y aura un replay qui sera rediffusé, bien entendu, au présent, mais aussi au non présent. Et puis vous dire que il me plaît aussi de citer un grand auteur français, Paul Éluard, qui dit que si nous sommes là, c'est sans doute pas seulement par hasard, mais aussi parce que nous avons un rendez-vous dans ce partenariat entre l'IFCAM et l'Institut français de l'Appreciative Inquiry, dirigé par Jean-Christophe, mais aussi avec mon voisin, Yves Régnier, de ENJ, et puis enfin, notre special guest, if I may say so, Ron Frey, qui nous vient de University of Cleveland et qui est un des cofondateurs de Appreciative Inquiry en coopération avec David Cooperrider. Et c'est aussi une occasion, et j'en finirai par là avec ces mots d'introduction, de remercier très vivement les équipes qui nous ont accompagnés. Naturellement, les équipes de l'IFCAM, je souhaite chaleureusement les remercier pour leur engagement à nos côtés, mais aussi celles de l'IFAI et bien entendu nos deux conférenciers à mes côtés. Je vais passer la parole à Jean-Christophe qui sera le modérateur de l'ensemble de ce webinaire. Jean-Christophe. Merci Philippe, nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir. Merci à l'IFCAM, je le répète, pour avoir organisé ce live sur le sujet actuel qui est penser l'avenir à partir des forces. Alors, tout au long de cette conférence, de ce live, vous aurez la possibilité de poser vos questions et vous disposerez aussi du replay qui pourra, dans les jours à venir, être mis à disposition. Accompagner les transformations dans les organisations, c'est le sujet fort auquel sont confrontées nombreuses d'entre elles aujourd'hui. Et si pour ce faire, nous partions des forces, des atouts, comme levier de ces transformations, bâtir un monde meilleur, répondre aux enjeux mondiaux, faire vivre la performance, sont nos principaux défis aujourd'hui. Et si, chers amis, penser l'avenir à partir des forces devenait notre nouveau mantra institutionnel. Alors pour répondre à ce sujet, j'ai à mes côtés 3 personnes que je vais présenter. Je vais présenter d'ailleurs Guillaume. Vous avez eu le plaisir d'ouvrir cette conférence. Vous êtes directeur général de l'IFCAM, qui est l'université d'entreprise du groupe Crédit Agricole. Vous êtes professeur à Paris Assas et directeur scientifique des programmes de l'INSEC sur la partie finance. Et vous enseignez l'éthique des affaires, l'enseignement de la finance, entre autres. Yves Régnier, bonjour, merci d'être présent. Vous êtes consultant interne au sein d'Engie Consulting. Vous avez accompagné de nombreux projets de transformation au sein du groupe Engie, avec la démarche appréciative. Vous êtes également docteur en philosophie et enseignant-chercheur au sein de la chaire Le don au travail, au sein de l'Université de Nantes. Ron Frey, professeur Ron Frey, merci d'être présent. Vous venez d'arriver des États-Unis. Vous êtes professeur au sein du département Organizational Development que vous dirigez au sein de la Case Western Reserve University de Cleveland. Vous êtes un des créateurs de l'Appreciative Inquiry à la fin des années 80 et auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet de la démarche appréciative. Votre plus belle expérience, nous l'avons partagée tout à l'heure, fut d'organiser une conférence mondiale à l'ONU avec la démarche appréciative sous l'égide de Kofi Annan, qui avait réuni plus de 1000 leaders autour d'un sujet fort qui est Global Compact. Enfin, vous êtes notre partenaire de l'IFAI depuis 10 ans, pour lequel vous intervenez en France tous les ans. Merci d'être présent, Ron Frey. Et Jean-Christophe, vous êtes donc cofondateur avec Jean Pagès de l'Institut français de l'Appreciative Inquiry. Vous êtes vous-même enseignant en Appreciative Inquiry, formé à la Case Western Reserve University of Cleveland par les professeurs dont Ron, qui est parmi nous, mais également David Cooperrider, qui sont tous les deux les co-créateurs de l'Appreciative Inquiry. Vous êtes également psychopraticien, agréé par la Fédération française de psychothérapie et de psychanalyse. Merci Guillaume.
Alors, chers amis, nous allons vous poser quelques questions. Et j'avais envie de me tourner vers Ron pour lui poser la question suivante. Quels sont les fondamentaux de la démarche appréciative? En quoi l'approche appréciative est particulièrement pertinente dans les organisations aujourd'hui, Ron? Merci beaucoup, Jean-Christophe. Merci beaucoup to the organizers. I'm very happy to be here, honored to be a part of our conversation. In terms of some basic principles or foundation ideas for appreciative inquiry, it is essentially a strength-based theory and method for organization and human transformation at any level, one-on-one, small groups, large groups, supply chains, communities, but it's a strength-based idea. The premise is that people perform best and therefore organizations are at their best when they are able to exercise their strengths, when they are in connection with their strengths. And so this method is about how do we bring multiple stakeholders of any number together and help them discover shared strengths. When they uncover shared strengths, they immediately see the future differently. They see new possibilities. Same people that you could call into a room and say, here's a whiteboard, let's imagine this company a year from now or 3 years from now. If you first bring them together and explore and search for shared strengths, when they're at their best collectively, they will imagine twice as many ideas about the future, 40 to 50% more stretch or bold ideas. So what we've uncovered is the power of strengths, that if you can connect people to their strengths, more collaboration, more innovation, more creativity is possible. Some of the underlying principles that we work with, several have to do with the power of questions. That we, meaning families, couples, task forces, teams, departments, systems, communities, we move in the direction of what we most frequently ask questions about. We live into the world that our questions create. If a company sincerely examines low morale, they will naturally learn and be able to reduce low morale. If they want to create high engagement and they study high engagement, when and where it happens, they'll move in that direction. So the questions that we ask are fateful in that sense. And appreciative inquiry focuses on strength-based questions so that, again, when we find common strengths, together we're seeing the future with new eyes, with new possibilities. It's a very powerful idea for any change leader or change facilitator. You can ask any question in any situation. I can go into any organization and I can ask about employee sabotage, and I'll find it. I don't mean anybody. If we seriously ask a question, we will find what we're looking for. We can turn around and ask for exceptional moments of self-directed teamwork, and you'll find it in any system. So it's not a matter of there's a reality out there that's either good or bad. We shape the reality through the questions that we're asking. Now, in that regard, I would comment on another basic observation about appreciative inquiry, is that it's very often misinterpreted as just positivity, that it's just about looking at the good side of things, the good side of life, Monty Python song. And what I want to clarify is positivity is a means to an end. The end is what we call a generative connection.
when two or more people working together truly lift up a new idea that challenges the status quo, and in doing so, they are intrinsically motivated to work together on the idea. So it's a very special kind of connection. It's not ordinary in most organizations, and it doesn't need to be ordinary. But when you need breakthrough innovation, when you need transformational change, these generative connections are necessary. And they do require that people are experiencing positivity. You can't get that connection if people are experiencing more negativity than positivity. Just a few more observations. The practice, or the community of practice, has now been around for almost 30 years. And a couple of things that we're seeing that I think are important to mention. Number one has to do with resistance to change. People don't actually resist change. What they resist is being changed. That feeling of being controlled or told or directed, oftentimes against their will. So how do you turn that around and get people with a will to change? And we believe that this strength-based approach has demonstrated one way of doing that. And the other general conclusion, I guess, from 30 years of field study is that we don't learn very much about success by studying failure. We don't learn about success by studying the lack of it. If you want to learn about success, you need to inquire into success. Those moments when people are most successful. So if we strive, if in English, if we use words like good, great, excellent, world-class, exceptional, if that's what you're striving for, then that's what you need to ask questions about. Not about the lack of it, but the presence of it. Today's organizations, I think the call and the opportunity for AI is greater than ever before. This last decade, and arguably the first decade of the 20s included, has been unprecedented disruption. Unprecedented. And this goes way before the global pandemic. We have inflation, volatile markets, shrinking half-lives of technical innovation that we never imagined, the artificial intelligence, the other AI, and digital revolution, the data overload, burnout stress, toxic relations in and out of organizations. They've all led to disengaged workforces. Our global surveys of engagement have not changed significantly for the last 15 years. We're highly disengaged. And more we're finding that our workplaces are psychologically unsafe. People are not free to express what they feel and think, and they don't feel that they can do that without some kind of risk of retribution or punishment. So this disruption and these consequences on our workforces, I think, are very interrelated. Then you add a global pandemic, you add climate catastrophe, and you truly get what we call VUCA times: volatile, uncertain, complex, ambiguous. And figuring our way through that as organizations, as leaders, I think it calls for transformation. It no longer, we can think of it as incremental change. We need something fundamentally different. We had 16,000 scientists recently sign an article in Bioscience Journal, and they're calling for, quote, a transformational change for humanity. Transformational. So I think AI has shown to be
a scalable approach to get many numbers of stakeholders to help them find a shared purpose or vision of possibility in such a way that they want to work together to realize it. They want to co-design, they want to co-create and move forward. So I think it's a time for radical regeneration. It's a time for radical innovation, and those require radical collaboration. We are not skilled enough for collaborating at a scale that can actually change some of the complex issues and challenges that we face. So IE is I think, promising. There's still more to be innovated. There's still more to discover. But it does offer a way for large stakeholder groups to actually come together out of their differences, find shared strengths, see new possibilities, and then work toward them. Thanks, Ron. Ce que vous évoquez, c'est que plus les personnes partagent leurs forces, leurs atouts, plus vous augmentez la capacité du système, de l'organisation à bouger, à évoluer pour construire un avenir et pour atteindre cette fameuse transformation. Alors je vais me retourner vers Yves. Yves, comment Engie, ce groupe, cette multinationale, utilise la démarche appréciative pour accompagner ces transformations dans un contexte que vous connaissez bien, qui est un contexte de mondialisation, en plus qui a dû être éprouvé par la guerre de l'Ukraine et de la Russie. Est-ce que vous avez quelques éléments à nous fournir là maintenant? Merci Jean-Christophe. En écoutant Ron, je me rappelais la première fois où j'ai découvert la démarche appréciative. C'était avec toi, Jean-Christophe, lors d'un événement, un colloque, où nous étions à la recherche d'une approche nouvelle pour éviter ce fameux changement impossible dans les organisations. Et vous m'avez parlé à l'époque de la démarche appréciative qui m'a vraiment interpellé à plus d'un point. D'abord parce que nous, consultants, on est habitués à résoudre des problèmes. On fait ça en général très bien, avec des méthodologies éprouvées. Et là, ça venait changer complètement le regard en disant « mais pourquoi vous appuyez pas sur des forces ?» À l'époque, ça m'a paru incongru. Et je me suis dit « mais comment alors qu'il y a un problème à résoudre, on s'appuierait sur quelque chose ?» On a creusé, j'ai découvert la démarche, je me suis formé en 2016, je crois, puis une deuxième fois avec Ron. Et on a commencé à expérimenter ça. Donc pour répondre à la question, en préparant un tout petit peu, je me suis dit au fond quel regard je peux poser. Et ce que j'aimerais vous proposer, partager avec vous aujourd'hui, c'est d'abord un regard de praticien, consultant. Qu'est-ce que ça apporte à l'entreprise? Et puis peut-être comme théoricien, qu'est-ce qu'on a pu en retirer, ou en tout cas ce que nous on a appris à travers ces démarches. Alors, Engie Consulting, c'est 90 consultants aujourd'hui qui accompagnent les entités du groupe dans leur transformation. Et on utilise les outils classiques du conseil. La démarche appréciative, on l'a utilisée à de nombreuses reprises. On est à plus de 45, j'ai pas compté, je crois qu'on a dépassé les 45 séminaires appréciatifs pour accompagner les entités dans leur transformation. La première a été faite 48 heures après notre formation. La découverte, et ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est très rassurant pour un consultant, c'est que c'est d'abord une méthode qui est extrêmement bien processée. Tout est minuté, tout est cadré. Mais si on veut que la méthode agisse, il faut comprendre aussi que derrière cette méthode, il y a une approche. Et Ron en parlait. C'est-à-dire que regarder le côté positif des choses change l'avenir. C'est l'expérience qu'on a faite. Et quand on fait cette expérience-là, on se dit, voilà un outil, voilà une approche qui permet de changer les choses radicalement en amenant chacun à coopérer. Là où avant, c'était plutôt des démarches qui encadraient la décision. Donc on a fait 45, ça permet d'intervenir dans
tout type d'entreprise, entités, à la fois des directions fonctionnelles, mais aussi on est intervenu dans des sites de stockage, des entités de production, dans une centrale nucléaire. Ce qui est très fascinant dans notre métier, c'est qu'on est souvent confronté à travailler par strates de niveau hiérarchique. Alors la démarche appréciative permet de mettre dans une même pièce tous les acteurs, tous les niveaux hiérarchiques, les partenaires sociaux. À chaque fois, il y a une question qui est de dire, mais si on met des gens qui pensent différemment les choses, est-ce que ça va bien se passer ? L'expérience montre que oui. Mais pourquoi ? Parce que quand on regarde ce qui fonctionne déjà bien dans l'organisation et qu'on s'appuie dessus pour construire l'organisation de demain, ça crée une énergie incroyable. Donc ça, c'est ce qu'on a constaté. Qu'est-ce qu'on a constaté ? Un engagement fort des équipes, et ça, c'est indéniable. Elles sont heureuses de partager leur succès et leur réussite. Je me rappelle d'un séminaire appréciatif où une personne qui allait partir à la retraite dit « c'est fou d'avoir attendu toute ma carrière pour qu'à un moment, on s'arrête sur une réussite. Je n'ai jamais vécu ça. J'ai réglé des problèmes toute ma vie, j'ai réglé des dysfonctionnements, mais pas une fois on m'a dit qu'est-ce qui marche déjà bien dans l'organisation. » C'est assez nouveau. Il faut switcher son regard, changer son regard, mais c'est vrai qu'une fois qu'on a fait ce changement, ça paraît assez simple. Alors, c'est pas antinomique avec une approche qui règle des problèmes, parce qu'il y en a aussi, mais plus on va s'attaquer à ce qui fonctionne déjà bien dans l'organisation, plus on avance. Donc ça, c'est le côté pratique, et c'est vrai qu'aujourd'hui, chez Engie, on ne se pose plus la question, faut-il ou pas utiliser la démarche appréciative, parce que dès lors qu'il convient d'emmener une communauté de travail vers un avenir à créer ensemble, c'est quelque chose qui a fait ses preuves. Alors après, parce que forcément, on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut en tirer ? Moi, il y a 3 choses aujourd'hui, alors il y aurait beaucoup à dire, mais 3 choses qui m'intéressent par rapport à cette démarche de l'AI. C'est peut-être premièrement que l'AI rend le travail visible. Pendant longtemps, on a caché le travail derrière des KPIs, des indicateurs. Et là, on permet à chacun de raconter ce qu'ils font, leur activité. Et c'est parce que je raconte ce que je fais que je crée de la relation. Ça, c'est vraiment important et je constate ça à chaque fois qu'il y a un séminaire AI. Les gens sont heureux de parler du travail réel. Alors, travail réel, c'est quoi ? J'emprunte ça à Pierre-Yves Gomez, une triple expérience. Une expérience subjective, parce que c'est toujours quelqu'un qui travaille. C'est une expérience objective, parce que ça produit quelque chose, le travail, sinon c'est du loisir. Et puis enfin, c'est une expérience collective, parce qu'on ne travaille jamais seul, mais toujours avec quelqu'un ou pour quelqu'un. La démarche appréciative est un temps où, dans l'organisation, ceux qui travaillent ensemble ont l'occasion de faire émerger le travail réel. Donc ça, je trouve que de ce point de vue-là, point de vue plus théorique, c'est très intéressant. La deuxième chose qui me paraît très intéressant aussi, c'est que il me semble que l'AI permet de prendre soin des 3 besoins fondamentaux de l'être humain. Vous connaissez forcément les travaux d'Edouard Dessier et Richard Ryan sur les 3 besoins fondamentaux. L'autonomie, la compétence et un 3e besoin, les Français ont du mal à traduire « relatedness ». Moi, je traduis ça par une dépendance confiante. Et je crois que ça, c'est une des pépites de la démarche appréciative, c'est que il y a un moment dans la conversation qui s'établit lors des entretiens 2 à 2, puis aux tables, il se crée une qualité dans l'échange qui crée une dépendance confiante. C'est-à-dire que je dépends de l'autre en confiance, relatedness. Et ça, l'AI permet de faire cette rencontre de l'autre en partant du meilleur de l'activité, du meilleur de ce qui se passe. Et puis enfin, peut-être, et ça c'est quelque chose, nous, qui nous intéresse beaucoup, parce qu'on court après la coopération. Or, on est très fort pour coordonner les choses. Et il me semble que l'AI permet d'avancer vers la coopération. Pourquoi ? Parce que si on compare un peu la coordination et la coopération, on s'aperçoit que la coordination est à privilégier dans un monde compliqué. Là où la coopération est à privilégier dans un monde complexe, dans un monde VUCA dont parlait Ron. La coopération, la coordination évite aux individus de coopérer, alors que la coopération suppose de se mettre d'accord tout de suite et maintenant.
Mais la coordination permet aux individus de rester protégés dans leur verticalité, alors que la coopération met les individus en face à face. Je crois que l'AI, par la qualité des conversations qui s'établissent, arrive à créer une zone sécurisée où les individus peuvent être en face à face et être en relation les uns avec les autres. Et c'est cette qualité de la conversation qui manque souvent dans les organisations, ce qui permet à chacun de s'engager, de partager, et ainsi de suite. Je vais terminer avec 2 citations de Kenneth Jergen. Je vais mettre mes lunettes, ça va être plus simple pour moi. C'est par le dialogue et les conversations que de nouvelles relations sont créées, et c'est à travers elles que l'avenir de l'organisation commence à émerger. On est vraiment dans l'acceptation de la complexité. Et il s'empresse d'ajouter, les participants ne partagent pas des rêves futiles, qui peut être un reproche de cette démarche. Ils utilisent le meilleur de leur réussite passée pour générer les perspectives d'avenir les plus réalistes et les plus accomplies. Voilà. Et pour conclure, je dirais que cette démarche, elle est très incarnée dans l'entreprise, et c'est pour ça qu'elle marche, parce qu'elle s'appuie sur les réussites effectives des équipes. Voilà ce qu'on pouvait dire. Super, merci Yves. Ce que vous évoquez, Yves, c'est que la démarche appréciative permet de mettre le travail en discussion. C'est ça. Dans le meilleur de lui-même. Là où on ne voit que le travail prescrit, ce que les personnes doivent faire, et là où on voit moins le travail réel, ce qu'elles font réellement. Et ça, c'est un point d'appui que j'avais relevé quand vous avez fait mené cette expérience dans cette centrale nucléaire, où les personnes passaient vous savez, c'est normal, je fais mon travail. Et oui, mais racontez-moi comment vous le faites. Et ça fait la différence. Je me tourne vers vous, Guillaume. Guillaume, il y a quelque chose qui est intéressant et qui a pris corps récemment, c'est la motivation de l'IFCAM à promouvoir, à faire rayonner la démarche appréciative et à en parler dans les différentes entités. Est-ce que vous pourriez nous évoquer cette motivation de vouloir aussi et d'avoir envie de faire profiter vos collègues du groupe Crédit Agricole de cette approche? Merci de me donner la parole sur ce sujet qui me passionne, mais c'est après 1 année et demie de travail qu'on a mené très humblement les équipes et moi-même à l'IFCAM. Et pour prendre cette décision d'implémenter au sein du groupe Crédit Agricole ou de commencer à initier au sein du groupe Crédit Agricole la démarche appréciative, nous nous sommes posés 2 questions. La question de l'utilité de l'IFCAM. Et la question de cet environnement. De manière un peu provocatrice, je suis très fier d'être le directeur général de l'IFCAM, très très fier. Mais de manière un peu provocatrice, je serais tenté de dire que l'IFCAM est l'université de l'entreprise du Crédit Agricole, mais n'est pas le cœur de métier du Crédit Agricole. Le cœur du métier du Crédit Agricole, c'est de s'occuper des actifs corporels, des clientes et des clients, les aider à accéder à la propriété, les aider à acheter des machines pour des entrepreneurs, les aider à sécuriser et faire fructifier leur épargne. Ça, c'est le cœur du métier, s'occuper des actifs corporels. En revanche, le métier de l'IFCAM, c'est de former et d'accompagner les gens à bien pratiquer le cœur du métier. Autrement dit, nous sommes dit que l'IFCAM n'est pas le cœur du métier du Crédit Agricole, mais pour les 140 000 collaboratrices et collaborateurs du Crédit Agricole, l'IFCAM est au cœur du métier du Crédit Agricole, si on place les humains comme le pivot de la relation ou des schémas relationnels entre le Crédit Agricole et ses clients en France et à l'étranger. Ça, c'est première chose. Donc, on a pris clairement un biais, un parti pris humain. Deuxième question, cette fois-ci, c'est de se dire dans quel monde sommes-nous? Et là, vous allez voir beaucoup de similitudes entre mes propos et ceux de Ron et ceux d'Yves. Nous avons le sentiment, on ne sait jamais, le temps passe, mais on a quand même le sentiment d'être à un tipping point, un point de basculement sociologique, comme on dit, et que de plus en plus, demain ne sera pas comme hier. Ron a cité Monty Python, et moi je citais un chanteur français, Charles-Élie Couture, qui a 40 ans, chantait une chanson qui s'appelait la balade de Serge K. Ça peut sembler surréaliste d'avoir des propos un peu romanesques et d'utiliser une métaphore à partir d'un chanteur de rock
très talentueux par ailleurs. Et le refrain de cette chanson, c'est « Demain, demain comme hier, demain sera comme hier ». Bien non, il faut qu'on réfléchisse sur notre rapport au temps, sur notre rapport à l'espace, et on va le voir sur le rapport au temps et à l'espace. Alors le rapport au temps, finalement, c'est quoi la donne? C'est s'intéresser sur est-ce que demain sera comme hier? On est encore beaucoup, y compris moi-même, j'ai été formé dans des postures, dans des schémas industriels, de management by objectives, de quantitatif, etc., formel. Et pour s'intéresser à est-ce que demain sera comme hier ou pas comme hier, je fais une petite incidente, parce que je pense que c'est quand même une belle crédibilité pour Appreciative Inquiry. Je voudrais justement inviter nos auditrices et nos éditeurs à regarder Psychologie Magazine de ce mois-ci, dans lequel, pour la première fois, l'enquête appréciative est citée. Et il y a notamment, outre l'enquête appréciative, une interview de Charles Pépin. Vous savez, Charles Pépin, c'est un philosophe français qui s'intéresse justement sur le rapport au temps et le rapport au passé en disant c'est bien de jouir du temps présent, mais pour construire demain, il faut aussi se souvenir d'hier. Et je me tourne vers Yves, se souvenir aussi du socle, du substrat, de l'humus de choses positives qui nous ont conduites jusque-là. Donc, dans ce prisme de demain sera comme hier, de ce temps industriel, c'est Charlot, c'est l'homme qui sert la machine. C'est le répétitif, c'est faire la même chose à l'infini. Ron y a fait référence. La planification, le management by objective. On ne s'intéresse pas à demain parce que demain non seulement sera comme hier, mais peut-être même mécaniquement. On est dans une approche mécaniste encore mieux qu'hier. Et pourtant, Ron y a fait référence à nouveau. Les grandes crises se multiplient. Il a parlé notamment du Covid, mais on en a eu bien avant. Pétrolière, le sida, la vache folle, les crises financières, crises climatiques, etc. Et dans ce monde-là, dans ce monde où demain était comme hier, il me plaît de mobiliser une auteure qui s'appelle Patricia Pitcher, qui a écrit un très très bon livre et qui va être très inspirant pour les dirigeants et les managers qui nous regardent. Ça s'appelle « Artistes, artisans et technocrates dans nos organisations, rêve, réalité, illusion du leadership ». Et dans ce monde-là, le rôle du manager, c'est de faire bien. C'est déjà beaucoup. C'est bien entendu la métaphore de l'artisan. C'est déjà beaucoup de faire bien. D'accord ? À titre indicatif, vous avez un autre très bon bouquin de Christian Mayer qui s'appelle « Le manager à l'écoute de l'artiste ». En fait, il y a encore une métaphore, on va y venir dans quelques instants. Donc dans ce monde-là, c'est le faire bien qui compte. D'accord ? Mais le problème, c'est qu'avec l'ouverture des frontières, avec la globalisation, les années 80, les années 90, la théorie des parties prenantes, etc., tout change la donne. On est dans un monde nouveau. Cette fois-ci, c'est le rapport à l'espace qui se réduit. On est dans un rapport à l'espace illimité. Tout est à notre porte. On est dans une individualisation. Pour reprendre des termes psychologiques, on est même dans une individuation de la chose. Le meilleur est possible, mais les gens ont aussi un sentiment de crainte. Pour reprendre un livre qui a 30 ans environ, d'Alain Minc, qui s'appelait « La mondialisation heureuse », on est passé de la peur d'une guerre nucléaire à aucune peur personnelle, à l'éloignement du risque d'une guerre nucléaire, mais chacun a les barbares à sa propre porte. Donc on sent bien que les gens ont un sentiment que demain ne sera pas comme hier. Et dans ce monde-là, on arrive finalement à complémenter, si vous me passez le néologisme, le faire bien du mieux faire. L'artisan, le technocrate. C'est-à-dire encore faire mieux, encore plus faire ce qu'on fait déjà, encore plus optimiser ce qu'on fait déjà, dans l'espérance, je n'ai pas dit l'illusion, que demain sera encore comme hier. Dans ce monde-là, et Yves a mobilisé quelque chose qui m'est très cher, notamment pour le groupe Crédit Agricole, qui, ne l'oublions pas, est un groupe coopératif, préfixe co, avec. Nous opérons ensemble. Dans ce monde-là, des années 90, 2000, 2010, on est dans le monde de la compétition. Yves y a fait référence. On est dans le monde de la compétition, et pour m'amuser, comme un clin d'œil à Ron à nouveau, cette fois-ci je vais mobiliser un autre groupe qui s'appelle ABBA, qui avait chanté une chanson « The Winner Takes It All ». La seconde place est la plus mauvaise place. On n'a pas le droit de perdre, on est condamné à la réussite. On est dans un monde où il n'y a plus de rente, on est dans un monde où il n'y a plus de repos. D'accord ?
Alors, quand je vous parle de ça avec passion, c'est pas un plaidoyer. C'est pas un plaidoyer propagandiste. C'est pas un plaidoyer politique. Mais on voit bien que tout le monde est sous tension, à commencer par nos managers dans les organisations en général, les grandes notamment, mais les plus petites aussi. Ces managers qui ont pour vocation de faire faire. C'est le rôle d'un manager. Le rôle d'un manager, c'est pour vocation de faire faire. Et qui se retrouvent finalement dans des dilemmes permanents, des injonctions paradoxales, à faire faire quelque chose qui est une optimisation, de plus faire, un monde qui est en train de, non pas de disparaître, mais de glisser vers un autre paradigme. Et c'est là, à notre avis, et c'est un peu la petite réflexion qu'on s'est posée à l'IFCAM, qu'on s'est dit que le contexte de l'individu et des leaders et des managers nécessitait de réconcilier le temps et l'espace. C'est-à-dire, on va être dans une culture du « et » plus que dans une culture du « ou ». Espace illimité, temps court. Avant, c'était plutôt espace limité, temps long. Comment réconcilier les autres ? Et la théorie des parties prenantes nous y aide. Comment se comporter moins comme des compétiteurs, mais comme des coopétiteurs ? Comment réconcilier cette donne entre la performance financière et la performance extra-financière ? Vous avez d'ailleurs vu tout à l'heure, implicitement, j'ai parlé d'un monde de résultats. Maintenant, je parle d'un monde de performance. C'est-à-dire que tout le monde a bien compris que dans ce monde-là, finalement, notre rôle, ça va pas être d'opposer le mieux faire au bien faire, mais de réconcilier le bien faire, le mieux faire, et envisager un faire autrement. On a beaucoup d'exemples en la matière. On peut citer plein. On peut citer le contre-exemple de Kodak, qui a toujours décidé de mieux faire la chimie et qui est passée à côté du digital, en quelque sorte. Et puis, on a l'exemple de Toyota, qui, avec la méthode Deming, était toujours dans le mieux faire dans les années 90 et qui s'est mis à faire autrement avec l'électrique. Donc, clairement, dans ce monde-là, nous sommes dit qu'on passait dans le monde de la reproduction à un monde de la représentation. Ça nous précède au XIXe siècle, quand la photographie s'est substituée à la peinture, les impressionnistes ont émergé pour s'affranchir, en quelque sorte, du joug de la tyrannie de la photographie. On a la même chose à faire. On peut, nous aussi, peindre la cathédrale de Rouen sous plusieurs prismes. Et c'est ça, pour nous, l'inspiration de l'Appreciative Inquiry, c'est comment être en même temps des managers qui continuent à faire faire, bien faire et mieux faire, mais devenir aussi des managers leaders qui commencent à être celui qui fait autrement et qui fait être, qui passe de faire faire à faire être. Alors après ce long développement, et j'en finirai par là, pour nous, l'Appreciative Inquiry, évidemment, ça peut sembler contre-intuitif quand on est dans les schémas précédents que j'évoquais, mais quand on rentre dans ce tipping point et en se disant « pourquoi pas ?» plutôt que « pourquoi ?» Pourquoi pas complémenter, je n'oppose pas, une démarche top-down, déductive, d'une démarche bottom-up, inductive. Pourquoi pas faire du manager qui fait faire au manager qui fait être? Pourquoi pas passer de la compétition inter- et intra-entreprise à la coopétition? En plus, si vous me permettez, c'est dans les gènes du groupe Crédit Agricole, c'est un groupe coopératif, je le répète. Pourquoi pas des solutions dictées non seulement par le haut, mais aussi initiées par le bas, par la prise de parole, par l'association sur le terrain, par l'émergence de ce qui marche bien pour faire tache d'huile. Pourquoi pas un management exécutant à un management de mise en responsabilité? Littéralement, l'étymologie de responsabilité, c'est répondre d'eux. Et on revient à ce que Ron disait tout à l'heure, les gens ne sont pas opposés au changement, ils sont opposés à ce qu'on veuille les changer eux, alors qu'ils ont une véritable aspiration à répondre d'eux si on leur donne le pouvoir, ce pouvoir d'entreprise. Et pourquoi pas passer de l'application des normes à la coproduction des pratiques. Et si vous me permettez, parce que on est clairement dans un partenariat, et nos viewers le savent, entre IFAI et IFCAM sur la mise en œuvre de l'enquête appréciative au sein du Crédit Agricole. Ce pourquoi pas, il me permet, et je fais un clin d'œil à Ron à nouveau, qui est mon nouvel ami, il me permet de mobiliser un très beau discours
du New Hampshire de 2008, d'un candidat à la présidence aux États-Unis que tout le monde reconnaîtra, qui était perdant en janvier 2018, qui s'est dit on était deuxième dans la primaire, mais tout ça on l'a bien fait, et si on fait encore mieux ça, peut-être qu'on gagnera. C'est le fameux discours de Yes We Can. Et pour tout vous dire, à l'IFCAM, nous nous sommes permis un peu de parodier ce discours, parce que notre baseline maintenant, et je pense que c'est un très beau signe avec Appreciative Inquiry, c'est Yes If Can. Merci Guillaume. En résumé, comme Ron nous le souligne assez souvent, c'est do good in order to do well. That's it. That's it. Alors, pour poser une dernière question, j'avais envie de vous entendre tous les trois. Les mots qui sont employés aujourd'hui par la presse, par les médias, sont des mots forts. Inflation, crise multiple, instabilité, complexité, accélération, transformation. Quels sont les bénéfices de l'approche appréciative, selon votre expérience, dans ce monde décrit comme instable, en mouvement, voire peut-être anxiogène? Je vous laisse répondre. Ron, peut-être première... The benefits of AI in today's world. Yes? Is that the... Yeah. I think what strikes me the most is, on the one hand, we have very, very seemingly large, complex challenges that we're trying to deal with, but at a micro level, at the same time, everybody seeks to have a voice. Everybody wishes to be part of something meaningful, and everybody wants to be valued for their uniqueness, whatever personal talent or wisdom that they can bring. So voice, centrality, and uniqueness. I think AI, it's not the only process, but it is guaranteed to give a participant a voice. It's guaranteed to bring them into the center of what's important for an organization. And it's guaranteed to honor their story. That's how we start. We start with stories, my story, about something related to the topic that we've been brought together to inquire into. So at that level, it's about helping people to experience their own wholeness at work or in their community, wherever in their life. So I think that's a benefit almost regardless of whether there's an organizational outcome or a measurable result. Now, having said that, AI definitely has been shown to bring about actual transformation in work process, in organizational outcomes. So again, I think our challenge is collaboration. We have so much going on, so much unpredictability, and the tendency to withdraw and hold on to something that I can trust, my opinion or my religion or my whatever that is, and it actually feeds difference. We need more collaborative ways, more ways to build collaborative relationships. So AI is one of those, and I think it's not that it's difficult to implement. In a way, there's nothing easier than to ask somebody, how do we understand what's life-giving? How do we understand what is giving life to a situation? What's difficult is, for any of us, our tendency to look first at what's wrong, to look first at what's broken.
And it's in all of us. If that's our first reaction, then AI sounds like something strange or weird or dangerous even. But searching for what's life-giving can only be a benefit. Yeah. Thanks, Rob. Un mot pour... Moi, je vais essayer de le mettre de manière très séquencée cette fois-ci et moins globale. Moi, j'y vois 4 bénéfices. Je le dis dans mes propres mots, mais c'est aussi pour les dirigeants et les managers qui nous écoutent. Pour moi, c'est une approche, et on l'a déjà implémentée dans plusieurs entités du groupe Crédit Agricole qui se reconnaîtront d'ailleurs. Certaines sont présentes et je les remercie. C'est libérateur d'énergie sur le terrain, avec des managers qui sont vraiment en position de décideur. C'est pour ça que j'ai fait un peu ce pont, ce bridge entre manager, leader, celui qui fait faire et celui qui fait être, d'une solution qu'ils ont co-construite. Ils donnent la vie. Ça favorise des schémas relationnels. C'est le rôle de l'entreprise de favoriser des schémas relationnels mutuellement bénéfiques, a fortiori pour une entreprise coopérative, et a fortiori depuis la théorie des parties prenantes. Nous savons qu'aujourd'hui le monde est tellement interdépendant que personne ne réussira seul. C'est pour ça que j'ai pris la métaphore de l'oasis tout à l'heure. C'est fini l'oasis. Maintenant, il faut créer des liens entre les oasis. La troisième chose, c'est que ça crée clairement, et on revient à la pulsion de vie, ça crée un élan collectif avec une plus grande proximité entre les strates hiérarchiques. Ça évite un peu les édredons managériaux aussi de l'entreprise entre les leaders, les managers et les opérateurs. Et puis enfin, un ferment, tout à l'heure j'ai parlé d'actifs incorporels, un ferment indicible, c'est que ça met en confiance les acteurs. En capitalisant sur les pratiques positives, ce qui leur donne le sentiment d'être des entrepreneurs. Et je m'inscris à nouveau dans les propos de Ron. Les gens ne sont pas rétifs au changement, ils ont envie d'entreprendre le changement. On passe de la société de défiance, où pour qu'il y ait un gagnant, il faut qu'il y ait un perdant, à la société de confiance, où il faut qu'il y ait 2 gagnants. Et en étant 2 gagnants, on va faire grandir le gâteau. Et si vous me permettez... un clin d'œil, parce que j'aime beaucoup la philosophie, j'aime beaucoup mobiliser ce philosophe normand qui s'appelle G. de la Tour, qui est une espèce de docile indocile. Il dit une phrase qui résume à mes yeux un peu tout. Il dit « On est qui on est, mais on devient qui on veut. » Devenons qui nous voulons être dans ce monde-là. Merci Guillaume. Yves, un petit mot, dans ce monde instable, le bénéfice de la démarche, selon ton expérience? Alors, le bénéfice de la démarche dans un monde incertain, instable, complexe, on comme ça, il est immédiat, puisque je pense que c'est une démarche, une méthode aussi, qui est faite sur mesure pour ce monde-là. C'est-à-dire que, et c'est ça qui déstabilise un peu un certain nombre d'acteurs avec qui on travaille, c'est-à-dire que j'avais l'habitude de prévoir les choses, de planifier, d'organiser à l'avance. Peut-être dans un mode de pensée, tu en parlais Guillaume, déductif. On est dans quelque chose qui émerge, qui advient, avec la participation de chacun. Ça change un peu les rôles, mais d'abord, c'est fédérateur d'énergie, quoi. Les gens participent, prennent leur part, apportent leur part, reçoivent leur part. Donc, ils participent vraiment, et ça crée énormément de mouvements. Alors, ça suscite des craintes. C'est-à-dire, la question qu'on a le plus souvent, c'est « Oui, mais qu'est-ce que ça va être très précisément ?» On ne sait pas, ce sera mieux. Mais on ne sait pas ce que ça va être. Par contre, on va co-construire quelque chose qui va émerger, des réussites et ainsi de suite. Et ça, c'est très rassurant. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, on n'arrive pas à prévoir précisément ce que sera demain. Personne n'a prévu le Covid, personne n'a prévu la guerre en Ukraine, et tout le monde a été obligé de s'adapter, de s'ajuster. Miser sur la qualité de la discussion. De plus en plus, j'utilise le mot de Ron qui est miser sur la qualité de la conversation. Donc, dans la conversation, il y a quelque chose de beaucoup plus intime que dans la discussion. On est très habitué au débat. Voilà. Comment on converse ensemble pour faire advenir quelque chose qui répond aux attentes et ainsi de suite. Donc ça, c'est le bénéfice direct pour moi de l'AI. Et dans un cadre sécurisé, c'est-à-dire que on peut garantir quand on démarre un séminaire AI que les gens vont pas s'engueuler,
qui peuvent avoir des points de vue divergents, mais qui vont converger sur un futur désirable. Et ça, alors, en tant que consultant, on prend aucun risque à déployer la démarche, et ça, c'est assez bon. Et on le comprend bien, puisque partant du meilleur de chacun, on arrive à construire quelque chose de désirable. Donc ça, c'est le grand bénéfice de l'AI, c'est que c'est une méthode qui répond parfaitement, alors il y a d'autres approches, mais parfaitement à ce monde incertain et complexe dans lequel il faut s'ajuster avec l'aide de chacun. D'ailleurs, dans un monde instable, à quoi je peux m'amarrer pour tenir le cap, ce sont nos forces. C'est d'ailleurs le terreau de la résilience. C'est un terme qu'on a beaucoup employé ces temps-ci. J'ai devant moi quelques questions qui viennent de la salle. Alors, Ron, a question for you. Pourquoi l'approche par les forces est-il si difficile à implémenter dans le changement? Why the strengths approach is so complicated to implement it in a change context? Especially in France, maybe. Well, I think Guillaume and Yves have a better experience with whether it's complicated or not. My understanding of complicated, I don't think there's anything more basic and, in fact, simple than asking people what's life-giving to them in a context, a customer service, a team effectiveness, an accounts receivable process. When have they been at their best? When have they felt at their best in their jobs? And learning from that, what are strengths that happen when we're at our best? I think what gets in the way a lot of times is this idea that, well, if we ask what's life-giving, we're ignoring what's distracting, what's problematic, what's, and IE doesn't pretend that there's no problems or there's no weakness or there's no, but it does stand behind the principle that if we discover and align our strengths, it's possible for the weaknesses to become irrelevant. And aligning strengths and exploring, inquiring into what's giving life to a certain part of organization functioning or a certain set of activities, it doesn't deny that there are problems, but it's a different way of addressing problems. And the research today suggests that when we meaning organizations and their leadership, when they bring about intentional change programs, they're only succeeding at best 30% of the time. So what have we got to lose? Why don't we try on a different perspective to see if we can get that up to 70% or 80% of the time? So I'm not sure I would agree that it's complicated. I think we have to overcome some habits. Managers need to understand that they're in charge, but they're not in control. Change is not going to come if you try to control everybody's behavior. It just isn't, and it hasn't for years now. So yeah, there's some letting go of some things that I think leaders need help with, but I would turn to my colleagues here because they've done it. They would know what part of it was more easy or natural and what part of it was more challenging. Merci, Ron. Une question de Sylvie pour Yves. Comment faire évoluer les mentalités des codires avec un ou deux outils et astuces simples de l'appréciatif, avec l'objectif qu'ils soient focus sur les fiertés comme base pour aller plus loin et permettre la co-construction des méthodes et accents pour relever le défi? Est-ce que vous avez été confronté justement à faire évoluer des codires? C'est une bonne question. Quand on travaille avec des codires, on constate qu'une des premières étapes, mais qui est assez fondatrice et qui est
la première étape de la démarche appréciative, c'est leur poser la question, au fond, quelle est votre ambition ? Alors souvent, ils répondent par la raison d'être de leur entité. Et on leur dit, moi j'aime bien c'est pas un philosophe là pour le coup, c'est une image, mais qu'on utilise assez souvent, c'est celle de l'omelette au lardon. Je ne sais pas si vous la connaissez. La poule et le cochon, dans l'omelette au lardon, ils interagissent de façon différente. La poule participe, le cochon s'implique. Et donc on dit, la raison d'être, c'est un peu la poule. Nous, ce qu'on vous demande, c'est un peu de lardon. Que vous mettiez un peu de vous-même dans la raison d'être pour que ça devienne une ambition. Comment, au fond, j'ai envie, ça pourrait être à l'IFCAM, comment j'ai envie qu'on vive cette mission qui nous est donnée, comment j'ai envie... Ça commence à les faire bouger. Pourquoi ? Parce que, et c'est le cœur de l'AI, je pense, c'est les relations, je remprunte ça à Gergène aussi, les relations sont le lieu de la construction du monde. Et la mise en relation, la mise en discussion au sein d'un CODIR, la mise en conversation. J'ai en tête une expérience il y a 1 an et demi où le sujet était compliqué, on ne savait pas où aller, et on a passé 2 CODIR à initier une conversation entre les membres du CODIR. Et la qualité du dialogue a fait qu'ils ont pu imaginer un avenir différent, faire autrement. Voilà. On arrive à faire bouger. Ça, il faut beaucoup d'humilité du dirigeant, mais il y a beaucoup de dirigeants humbles. Merci. Je peux rebondir sur cette... Bien sûr. On a le droit. Oui. Sourire, on a le droit aussi. Je vais avoir une réponse qui va être un peu méta, mais qui va capitaliser beaucoup sur les propos de Ron et sur les propos de Yves. Et là, je vais citer un philosophe. Vous avez beaucoup entendu parler Ron, il disait « giving birth ». No, giving life. So first you have to give birth and then you give life. Clairement, c'est ce qu'on appelle la pulsion de vie. C'est quoi le rôle d'un dirigeant ? C'est quoi le rôle de quelqu'un qui a charge d'âme ? D'emmener une communauté vers l'avenir. C'est clairement d'induire quelque chose qui procède de la pulsion de vie. Vous avez une très très jolie phrase de Bergson qui dit la joie a toujours un accent triomphateur. La joie signifie toujours que la vie a gagné du terrain ou que la civilisation a gagné du terrain. On est là pour ça, on est là pour faire demain tous ensemble. Je voudrais vous raconter une belle métaphore ça peut vous sembler romanesque, mais la vie, elle est là. Elle est, bien sûr, je n'oppose pas les process au management des process. Bien sûr, je n'oppose pas le financier à l'extra-financier. C'est tout en même temps. C'est bien faire, mieux faire et faire autrement. Dans Alexis Zorba, Nikos Kazantzakis relate cette situation très contre-intuitive où Zorba a 40 ans, il est très impétueux. Et il voit un petit grand-père qui a 90 ans, tout noueux, faut vous imaginer en Crète, et qui est en train de planter une toute petite pousse. Et de manière presque arrogante, il lui dit « Mais dis donc, à l'âge que t'as, tu la verras jamais pousser. » Et lui répond « Je vis comme si je n'allais jamais mourir. » Et Zorba lui répond « Moi, je vis comme si j'allais toujours mourir demain. » Nous, notre job, alors même qu'on sait que demain ne sera pas comme hier, c'est de vivre et de faire vivre comme si on n'allait jamais mourir. Et les gens, ils le savent bien, parce qu'on a tous la pulsion de vie entre nous. Vous voyez ? Donc, voilà, c'est la culture du « et ». Pour moi, ça, c'est vraiment une espèce de allégorie. Je l'assume. C'est très passionnel, ce que je dis. Mais c'est aussi par ça qu'on vit. C'est une allégorie de Appreciative Inquiry. Donc, aller faire en sorte que les pulsions de vie vivent par la traduction, par les histoires racontées. Il y a... Je voudrais rebondir sur... Parce que je pense qu'on est au cœur là-dessus, et c'est ça qui rend si difficile et à la fois si simple la démarche appréciative, parce que si on a compris ça, ça devient, je pense, assez facile de changer les choses. 2 anecdotes. La première, c'est que souvent on nous dit on voudrait savoir comment faire une organisation qui marche. Et nous, on leur dit, nous, on ne sait pas bien faire ça. Par contre, travailler avec vous pour faire que l'organisation, elle vive, ça, on peut... et on revient sur cette pulsion de vie, c'est-à-dire comment on fait pour que ce soit vivant.
voilà, là, il y a un vrai décalage et quelque chose qui est un... Et la deuxième remarque, et on en a souvent parlé, c'est quelque chose de difficile. Bien sûr que l'AI ne règle pas tout, et il peut y avoir des problèmes, notamment, on parle des accidents et des accidents au travail qui peuvent être mortels. Comment régler ces dysfonctionnements qui amènent des accidents ? Comment on peut retourner cette question avec une démarche appréciative ? Quand je pose la question, les gens ne trouvent pas spontanément. Comment faire pour qu'il n'y ait plus d'accidents ? Comment corriger ces dysfonctionnements qui amènent à des accidents, certains fatals ? C'est qu'est-ce que je fais pour rentrer en santé chez moi ? C'est idiot, mais c'est le retournement qui change complètement les choses. Et si ce retournement s'opère, alors on peut aller vers un surcroît de vie dans les organisations. Oui, Yves, vous faites référence à une expérience que nous avons eue sur le sujet de la sécurité au Exactement. travail, où nous étions intervenus pour, en tous les cas, faire en sorte que les personnes racontent non pas pourquoi elles ont eu un accident ou un incident, mais qu'elles racontent comment elles ont réussi à assurer leur sécurité. C'est ça. Et ça fait toute la différence, c'est qu'elles sont plus là à être en défense ou en victime de vouloir faire quelque chose qu'elles n'ont pas pu faire, mais pourtant de faire en sorte qu'elles racontent une expérience de vie au travail, dans des dangers potentiels et où elles ont réussi à assurer leur sécurité. Effectivement, le prisme n'est pas tout à fait le même. Question pour Ron. How to make change in our societies to preserve biodiversity with AI? To preserve Biodiversity biodiversity. with AI. Comment accompagner les transformations de nos sociétés pour préserver la biodiversité avec la démarche appréciative? It's a good question. What we're learning about what we call the journey to flourishing, where organizations are positive agents for world benefit. So they prosper as an organization and they do good socially, environmentally. What we're learning about leaders who have sort of pioneered the way, Ray Anderson at Interface, Patagonia, and some other organizations that we've all read about, they have their stories they tell include what I would call a personal relationship with nature, an embeddedness with nature. Now, sometimes it's their grandchildren that sort of bring that out in them by doing things with them. But they have stories that speak to their lived experience with nature as life-giving. So I think a cue from that is that if we think about organization transformation, business, community, nonprofit, for-profit, in terms of doing good for the environment in order to do well, I think we have to help people rediscover lived experience with nature. And where maybe there really isn't one, then we need to help them create one, to find one. I think you can read all the theory and all the statistics and all the data, but what we're learning from these pioneering leaders is that there needs to be a real life experience of nature that was that was, in their own words, energizing and awe. It caused them to be in awe. And that's what propels their their purpose and their vision for their companies. What David and Cooperrider and I have written about is that when we see organizations invite their stakeholders in, employees and external stakeholders, and invite them into the question, how might we do good out there in order to do good in here? It's like in golf, they talk about hitting the ball on the sweet spot of the club.
It's like that sweet spot. It brings out the best in people. The combination of how can we do better, more good outwardly, impacts the way they operate internally. They cooperate better. Their teamwork is better. Their engagement goes up. Their sense of psychological safety goes up. We just see that combination of that question and bringing as many stakeholders together at once to deliberate on that as the kind of the combination that brings out the best in people. In people. Yeah. Une question pour vous trois, de Cyril. Vous mentionnez que nous devons regarder les succès. Nous entendons souvent les dirigeants qu'ils ont appris de leurs échecs sans lesquels ils n'auraient pas réussi. Pensez-vous que l'on peut faire cohabiter ces deux modes de pensée? I will translate to you. We often hear that many CEOs have learned from their various failures. And without their failure, they would never have success. Would you think that we can manage both mindsets? Je peux prendre celle-ci. Allez, vous faites une petite réponse C'est collective. Bon. Je vais être très facétieux à nouveau. Enfin, non, je n'ai pas été si facétieux que ça, mais bon, c'est un petit peu ma nature, il faut y être aussi un peu. Vous avez fait référence tout à l'heure au fait que j'enseignais. C'est ma passion dans la vie. J'ai mon métier de banquier et maintenant de directeur d'université. Et mon métier d'homme, c'est l'enseignement et l'écriture. Donc je vois beaucoup d'élèves qui, il y a 25 ans, avaient mon âge et maintenant ont l'âge de mes enfants. Et là où je vais être facétieux, c'est que j'ai beaucoup médité avec eux cette phrase selon laquelle on apprend de ses erreurs. Et c'est vrai. Enfin, c'est la moindre des choses que d'apprendre de ses erreurs. Mais là où je vais être facétieux, et c'est le prof d'université qui parle, c'est que je leur dis, écoutez, on vous dit toujours de ne pas copier. Et moi, je vais vous dire de copier. Mais choisissez ce que vous copiez. Copiez les bonnes pratiques. Parce que sinon, vous allez passer votre vie à tomber 7 fois et vous relever 8. C'est un très très beau livre de Philippe Labro par ailleurs. Mais copier les bonnes pratiques, ça va vous faire gagner un temps fou. Et on le voit d'ailleurs. Les plus jeunes d'entre nous dans nos entreprises, maintenant on a une espèce de escalator, comme on appelle ça, d'ascenseur à l'envers, où parfois c'est nous, les plus anciens, qui sommes amenés à les copier parce qu'ils ont une prise sur l'avenir que nous n'avons pas, parce qu'on est dans des schémas peut-être anciens. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Donc moi je pense que oui, on apprend de ses erreurs, mais on a beaucoup plus d'occasions d'apprendre des réussites des autres, et on revient naturellement sur Appreciative Inquiry. Merci Guillaume. Yves, Ron, you want to have peut-être un point qui me vient assez spontanément. Je partage ce que dit Guillaume. Hein, ce serait dommage de ne pas apprendre de ses erreurs. Hein, mais je crois qu'il y a quelque chose d'assez individuel dans l'apprentissage à partir de ses erreurs. Si on revient sur l'appreciative inquiry, ce qui fait la richesse, c'est le partage. C'est-à-dire que là où je vais progresser, c'est parce que je raconte. Et s'il n'y a pas quelqu'un qui me pose des questions, je suis incapable de raconter. L'histoire, elle est narrée. Hein, et c'est ça qui fait la richesse. C'est-à-dire que si je me mets tout seul à imaginer quelque chose, ça ne vient pas. Donc je raconte des histoires. Et j'apprends beaucoup de mes réussites parce que je suis avec d'autres, au moins une autre personne, et en groupant. Et peut-être c'est ça la différence que on a moins cette habitude-là. On a moins cette habitude. Nous, souvent, quelqu'un, je me rappelle une fois, sans fausse modestie, dites-nous, et puis on avait été interpellé en disant, mais je suis gêné, fierté. Non, on n'a pas l'habitude, mais voilà, racontons simplement nos succès, qui est source de fierté pour grandir. Et d'ailleurs, il y a un aphorisme, et Ron le connaît, c'est un aphorisme américain qui dit « If you can't beat them, copy them ». If you can't beat them, copy them. Ça veut dire, à la limite, c'est toujours mieux d'être le second que le quatrième. D'accord ? Copier les bonnes pratiques. Ron? There's no question that we learn from mistakes. Most of us have been brought up from a very early age to learn from our mistakes.
I think the question is, what have we learned? And I personally, I think it's more about what to avoid than it is about what to create or grow. So there's different kinds of learning, right? In today's context, from some of the earlier conversation we had, incremental change is it's passé. It's not where organizations are struggling. Organizations are struggling with transformation, changing their culture, bringing 2/3 of the people who are unengaged into the engagement arena, retaining talent, and it's requiring a different kind of learning that's more proscriptive than it is historically based. So learning from mistakes is historically based. We don't have time to historically study everything that's facing us. How do we learn? By experimenting and moving ahead, improvising, and then figuring out what went well and what didn't. So I don't question at all that we learn from mistakes, but I would question, what are we learning? And is that helping us with what are we facing today? Messieurs, merci. Nous arrivons à la fin de cette conférence. Un mot de conclusion, un mot qui émerge, une envie, un message. We arrived at the end of the conference. Any word, any inspiration you want to share? Moi, je voudrais faire deux petites annonces qui sont très down to the ground, mais bon, sans doute qu'il y a beaucoup de questions auxquelles on n'a pas répondu. Il y en a beaucoup. Je voudrais dire à beaucoup de nos auditrices et de nos auditeurs qu'on mettra un mail à disposition et il y aura une réponse consécutive à ces questions sur lesquelles on n'a pas eu l'occasion, avec le concours de Ron notamment et de Yves, de s'exprimer. La deuxième chose, je voudrais rassurer aussi tout le monde, et je l'ai déjà dit, qu'il y aura un replay, que le replay sera en open source, donc c'est pour tout le monde, d'accord. Et puis, je voudrais dire, mais là c'est avec un parti pris, que je pense que we are appreciative inquiry, because là on coopère entre trois représentants de trois institutions. Je rappelle qu'une institution, la définition d'une institution, c'est une organisation qui s'est donné un sens. Donc on revient à la pulsion. Et je le répète, avec IFAI, avec NJ, et naturellement avec University of Cleveland, et naturellement avec IFCAM. Et là où je veux faire un clin d'œil, c'est que j'ai très envie de dire « Yes, IFCAM !» Ça y est. Yves, Ron, last word, un dernier mot. Peut-être avant que Ron conclue. D'abord, merci de m'avoir invité. Ouais. Je crois qu'ils sont précieux ces temps où on prend le temps d'échanger entre nous sur des... On en parlait avec Guillaume, on n'est pas concurrents dans la vie. Voilà. Et je crois qu'il y a une vraie bonne pratique à échanger quand on trouve des chemins pour faire changer les choses, accompagner ces évolutions. Voilà. Donc moi, je suis ravi d'être venu là. C'est un travail énorme qui va continuer avec des partenaires. D'un point de vue, et ça j'y tiens beaucoup, mais ça c'est ma double casquette, d'un point de vue à la fois sur le terrain, dans les entreprises, dans les organisations, mais aussi au niveau de la recherche académique pour rassurer tous ceux qui seraient encore à douter de l'efficacité de ces démarches pour leurs besoins propres dans les entreprises. Voilà, donc un très bon moment. Ron, un dernier mot. If you are wanting to change something, wanting to improve, wanting to grow, wanting to create something, and you're struggling, start by changing the way you're talking about it, the way you're conversing about it with others. Find a new question. Change the way you're talking about it, and other things will begin to change. For us, it's about asking more directly what is giving life, or when is whatever it is at its best, and trying to understand that more deeply.
But it comes down to conversation and changing the norm that's existing right now. So we have to find new ways to talk about climate change, because the way we're talking about it isn't moving the needle, for example. I'm just, if I want to change the quality of the conversation at the dinner table with my kids when they were teenagers, I've got to start by saying, well, what are the normal questions we're asking? And I have to risk trying a different question. So I think it comes down to conversational interaction and experimenting with different questions. Merci. En tous les cas, moi je suis heureux de vous avoir mis en lien. Ce qui me touche beaucoup, pour terminer, c'est que nous avons autour de la table le monde universitaire qui a partagé ses forces, le monde industriel, avec toi Yves, le monde bancaire, avec toi Guillaume. Et mon rêve serait qu'autour de cette table, il y ait aussi le monde de la santé, le monde de l'éducation, le monde des enfants, et que finalement cette société civile partage ses forces, parce que c'est véritablement à cet endroit-là que penser l'avenir à partir des forces prend tout son sens. Merci messieurs, merci à tous. Thank you, Ron. Thank you very much et à bientôt. Merci.